Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Votre podcast quotidien Z sur 7 est sur le point de commencer. C'est aujourd'hui vendredi 25 octobre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au programme de votre épisode du jour. L'association Les Petits Riens s'enrhume dans un secteur malade. Aujourd'hui, le secteur de la seconde main est malade. L'ensemble du secteur, et donc des entreprises comme Les Petits Riens aujourd'hui, on est touché par cette maladie évidemment. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'IA? Faites appel à un freelance spécialisé recruté par la plateforme Malte. Pour les entreprises qui ne savent pas très bien comment commencer sur le sujet de l'intelligence artificielle, utiliser le freelancing est vraiment une porte d'entrée très intéressante pour eux. Pour compléter notre tour de l'info, Daily Trader rejoint Colruyt Group. La COP16 pour la biodiversité s'intéresse aux enjeux économiques du climat et Itinera questionne le futur de l'économie européenne. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Après les supermarchés Match et Smatch, c'est au tour des Daily Traders de quitter le groupe Louis Delhaize pour rejoindre Colruyt. Il ne s'agit pas ici d'une opération de sauvetage puisque ces magasins sont en bonne santé. Colruyt souhaite simplement diversifier son offre alimentaire. Johan Vermeer est le directeur du département alimentaire de Colruyt. On voit quand même les besoins des consommateurs sont changés, certainement depuis la pandémie. On voit que la cliente a une recherche pour des repas faciles à préparer et Daily Trader, c'est une réponse parfaite pour cette question. Daily Trader compte 40 points de vente en Belgique, dont 27 situés en Wallonie, avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et 400 employés. Cette nouvelle acquisition, dont le montant reste confidentiel, renforce la position de Colruyt en tant que leader dans le secteur de la grande distribution. Pierre-Alexandre Billette est le CEO de Gondola, un magazine spécialisé dans le secteur de la grande distribution. C'est une très très bonne opération, ça permet d'avoir une croissance structurelle là où la croissance organique est sous pression. Elle est sous pression, parce que les volumes sont sous pression en Belgique, mais aussi parce qu'il y a une grande concurrence qui émane de distributeurs essentiellement des Pays-Bas. Donc Colruyt veut absolument consolider ses parts de marché, être le maître incontesté de la grande distribution alimentaire en Belgique. Du côté de Daily Trader, on tient à rassurer les employés. Aucun changement n'est envisagé, que ce soit au niveau du concept, de la marque ou du personnel. L'objectif de cette acquisition est de permettre à la chaîne d'atteindre ses ambitions de croissance. Écoutez à ce propos Alexandre Terlinden, CEO de Daily Trader. Notre volonté a toujours été de se développer en Belgique, en tout cas de mettre un coup d'accélérateur sur la Flandre, de continuer à nous développer à Bruxelles et en Wallonie, et également de reprendre l'expansion au Luxembourg. Z sur 7 à la une. Chaque année, 6 000 tonnes de vêtements sont triées dans l'entrepôt des Petits Riens à Anderlecht. Sur ce volume, 15% trouvent preneur en magasin, 20% sont incinérés et le reste est recyclé. Le directeur général des Petits Riens, Thierry Smets, se désole de la surabondance de vêtements de mauvaise qualité. Aujourd'hui, le secteur de la seconde main est malade. L'ensemble du secteur, et donc des entreprises comme Les Petits Riens aujourd'hui, on est touché par cette maladie évidemment. Il y a beaucoup trop de textiles qui arrivent sur le marché, donc un marché qui est complètement inondé, des prix qui chutent et une qualité qui est en baisse. Les géants chinois de la fast fashion, tels que Shein et Temu, fabriquent des vêtements à bas prix, mais de qualité médiocre qui ne peuvent pas être recyclés et finissent donc par être incinérés, ce qui impose des coûts aux opérateurs sociaux. Cette situation contribue à une crise sans précédent dans le secteur. Frank Kerkhoff est porte-parole de Ressources, la Fédération des entreprises sociales et circulaires. Les opérateurs sont bouchés, donc c'est-à-dire clairement qu'il n'y a plus d'issue en termes de vente, en termes de valorisation au niveau recyclage. En termes de commercialisation, les prix chutent. On est vraiment donc dans un problème systémique, d'une part. Et d'autre part, aujourd'hui, le marché n'est pas régulé. On est vraiment dans un marché débridé qui s'est complètement inversé. Et aujourd'hui, on a plus de vêtements de mauvaise qualité que de bonne qualité. Ça met à mal l'entièreté du système. Et donc, ça va avoir des impacts à la fois environnementaux, mais aussi économiques et sociaux.
Les acteurs du secteur demandent aux politiques d'intervenir. Sachez déjà que dès le 1er janvier 2025, il sera interdit de jeter du textile dans les poubelles ménagères. Il y a une responsabilité des producteurs qui doit être mise en place, comme ça a été le cas en France il y a 7 ans, qui permet aux entreprises d'économie sociale comme nous de financer à la fois la collecte et le tri, qui sont en fait des activités d'utilité publique que l'on fait à la place du public. Il va falloir financer, avant l'arrivée de la mise en place d'une responsabilité élargie des producteurs, un système de financement du secteur. Et par ailleurs, il faut réguler le marché à l'entrée et donc diminuer l'entrée des textiles de mauvaise qualité, sans quoi l'industrie complète va s'effondrer. Z sur 7 à la une. Selon la dernière étude de Deloitte, 40% des entreprises belges incitent leur personnel à adopter l'intelligence artificielle. Cependant, beaucoup d'entre elles font face à un manque de profils qualifiés en interne pour développer des outils dans ce domaine. Dans ce contexte, le recours à des freelances peut partiellement pallier cette pénurie de compétences. Malik Azouzi, manager général chez Malte Benelux, plateforme pour freelanceurs. Pour les entreprises qui sont parfois confrontées à des complexités d'identifier des use cases très forts, qui ont peur de prendre certains risques, qui ne savent pas très bien comment commencer sur le sujet de l'intelligence artificielle, utiliser le freelancing est vraiment une porte d'entrée très intéressante pour eux. Lancée en Belgique en 2022, la plateforme Malte regroupe une communauté de 20 000 indépendants spécialisés dans divers domaines technologiques. À l'instar de ce qui se passe sur LinkedIn, le nombre de profils et de compétences en intelligence artificielle connaît une forte croissance. J'évoque donc le sujet de l'intelligence artificielle. On doit avoir entre 500 et 700 profils qui mentionnent des compétences liées à ce sujet spécifiquement. Sur des compétences spécifiques, par exemple tout ce qui est lié à GenAI, l'accélération est encore plus forte, vu que là on a une augmentation de la demande de 200% et une augmentation de l'offre de 300%. En Belgique, Malte collabore avec de grandes entreprises telles qu'Engie, GSK, Solvay, Labbox et la RTBF. Proximus a également recours à cette plateforme d'origine française pour dénicher un développeur indépendant spécialisé en intelligence artificielle. Thijs Verté, chef de studio chez Proximus. Au sein de Proximus, nous avons organisé un atelier de simplification au cours duquel nous avons recherché une solution que nous pourrions résoudre avec une application IA. La création d'un chatbot qui pourrait répondre à plusieurs questions de branding est alors apparue. Selon Deloitte, tant les entreprises que le grand public accusent un retard dans l'acquisition des compétences liées à l'intelligence artificielle et plus particulièrement à l'IA générative. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, retrouvez l'expert boursier pour une analyse des marchés internationaux. Pour vous informer aujourd'hui, Caroline Palumbo, experte chez BNP, revient sur les aspects économiques de la COP16 sur la biodiversité. Selon le WWF, 73% des espèces vivantes ont disparu au cours des 50 dernières années. L'enjeu environnemental est clair, mais cet engagement revêt également une importance économique significative. Et je dirais que c'est un peu la même problématique que celle du climat. Il y a des dommages énormes à réparer, des risques. Si on regarde les chiffres du World Economic Forum, eh bien, plus de 50% du PIB mondial est concerné par des problématiques de biodiversité. Si on regarde en Europe, la BCE a publié un chiffre qui m'a vraiment sidéré, je dirais, c'est que 75 à peu près des entreprises européennes sont impactées aussi par ces problématiques de biodiversité. Alors, concrètement, peut-être un ou deux exemples pour ceux qui nous écoutent. Alors, je pense à la pollinisation, donc, qui ont vraiment un impact très important. 75 à 80% des aliments qui sont cultivés sont impactés par ça. Donc, le rendement des cultures est vraiment très soumis à cette problématique de pollinisation. Un autre exemple plus récent et qui est plus concret pour nous tous, c'est la perte de biodiversité qui entraîne de plus en plus d'épidémies. Mais la liste, elle est extrêmement longue et je ne voudrais pas démoraliser les téléspectateurs. Il y a 2 ans, la COP15 avait établi l'objectif 30-30, visant à restaurer 30% de la biodiversité d'ici 2030. Le coût de cette restauration avait été évalué à 200 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Alors, je voudrais d'abord relativiser peut-être un petit peu ces chiffres. Si on les compare aux subsides que reçoivent les énergies fossiles, on est aujourd'hui, accrochez-vous, à 7 000 milliards de dollars
par an. En tout cas, pour 2022, c'est plus de 7% du PIB mondial. Alors, le bilan, effectivement, après 2 ans de COP15, on a 29 pays sur les 196 qui ont ratifié l'accord, qui ont une stratégie vraiment solide en matière de biodiversité. Au niveau du financement, on avait planifié à peu près 20 milliards par an dégagés jusqu'en 2025, 30 milliards jusqu'en 2030. On est à 15 aujourd'hui. Et le constat, il est sans appel, alors, sur l'évolution de la biodiversité. Si on regarde du point de vue terrestre, je regarde les chiffres, on était à 8,16% de terres protégées en 2022. On est à 8,35 maintenant. C'est pas extraordinaire non plus. Et au niveau maritime, on était à 15,8 il y a 2 ans et 17,5 cette année. Donc effectivement, c'est pas folichon. La principale raison de l'effondrement de la biodiversité est la destruction des habitats due à la surexploitation des ressources naturelles. Les entreprises peuvent contribuer à lutter contre ce phénomène. Elle doit d'abord prendre conscience. Et ça, prendre conscience, ça passe par mesurer. Elle doit mesurer l'essentiel de toute sa chaîne d'activité. Donc, allez, je vais penser par exemple à une industrie, une entreprise alimentaire. Pour elle, ça peut être très abstrait. Or, elle doit pouvoir mesurer son impact sur la déforestation via toute sa chaîne d'approvisionnement. Pour l'entreprise de construction, c'est peut-être encore un peu plus concret. Elle peut, par exemple, avoir une politique en matière de protection des écosystèmes et mesurer tout ça. Mais la réglementation européenne est de plus en plus aidante. Elle impose désormais donc aux entreprises de publier tous leurs risques environnementaux et dans tous ces risques, il y a une centaine de critères qui sont liés clairement à la biodiversité. Et je pense que de manière générale, quand on est une grande entreprise aujourd'hui, même une entreprise cotée, on doit au minimum, par exemple, avoir une politique quant à la déforestation de l'Amazonie, par exemple. C'est sur ces dernières paroles que nous nous quittons pour refermer cet épisode du jour. Cathy du CCB évoque la campagne de sensibilisation menée par le CCB auprès des institutions. Intéressés ? Alors écoutez ce qui suit. À bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy, du Centre pour la cybersécurité Belgique. En collaboration avec Febelfin et la Cyber Security Coalition, nous unissons nos forces pour une campagne annuelle sur la cybersécurité. Nous pouvons compter sur la coopération enthousiaste de plus de 600 organisations. Cette année, nous voulons encourager les citoyens, les entreprises et les organisations à activer l'authentification à 2 facteurs sur leur compte en ligne. Nous comptons sur le soutien de nombreuses organisations partenaires pour partager la campagne auprès des citoyens, des clients et des étudiants. Nous fournissons gratuitement des affiches, brochures, bannières, vidéos et matériel pédagogique aux organisations et aux entreprises. Vous souhaitez également mener une campagne dans votre entreprise et encourager vos collègues à activer l'authentification à 2 facteurs ? N'hésitez pas. Ensemble, nous pouvons empêcher les cybercriminels d'entrer. Tout le matériel est disponible sur safeonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.